Oui, merci Renaud. Très bien, donc bonsoir à toutes et à tous. Merci de votre présence à cette conférence organisée conjointement par l'Institut français de Madrid ainsi que par l'association reconnue d'utilité publique Français du Monde. Je m'appelle Gaëlle Lecomte, je suis membre de cette association ainsi qu'élue des Français de l'étranger à Madrid et je vais donc co-présenter, co-animer cette soirée. Nous sommes donc réunis afin d'aborder le rôle et la place qu'ont tenus les femmes pendant la Commune de Paris en 1871. Cet événement comporte un double intérêt. Tout d'abord parce qu'il s'inscrit dans les célébrations, dans les commémorations du 150e anniversaire de la Commune, un mouvement social et révolutionnaire s'il en est, qui débuta, rappelons-le, le 18 mars 1871, et ce, jusqu'à la semaine sanglante du 21 au 28 mai de cette même année. Il comporte aussi un autre intérêt, puisqu'il permet de faire la lumière sur les femmes qui se sont mobilisées et qui ont activement pris part à ce soulèvement insurrectionnel, et depuis le début en plus. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, rappelons peut-être rapidement le contexte historique, car la Commune fait suite à la guerre franco-prussienne de 1870 et la défaite plus qu'humiliante de Sedan, où, si vous vous rappelez vos cours d'histoire, l'empereur Napoléon III est fait prisonnier. La Troisième République est alors proclamée dans la foulée, mais elle choisit de signer l'armistice. C'est alors que l'Alsace et la Lorraine sont perdues, que la France doit payer des indemnités pharaoniques et que Paris est déclarée ville ouverte. En conséquence, la capitale est assiégée quelques temps plus tard et les Prussiens ne tardent pas à défiler sur les Champs-Élysées. Dès lors, les Parisiens se sentent trahis et humiliés par le pouvoir. La tension monte, la situation est explosive et Adolphe Thiers, chef du pouvoir exécutif à l'époque, veut désarmer les Parisiens et charge les soldats de l'armée régulière de récupérer les canons stockés, donc pendant la guerre, dans plusieurs quartiers de Paris. Et c'est donc le 18 mars, sur la butte Montmartre, que les habitants de la capitale, alors aussi bien les hommes, mais aussi d'après les témoignages, les femmes, les enfants et les vieillards, affluent pour faire barrage. Les officiers ordonnent quand même de faire feu sur la foule, et il se produit quelque chose d'étonnant, c'est que les soldats désobéissent. Ils refusent de tirer sur cette foule et se rangent, au contraire, du côté des Parisiens, du côté du peuple. Quelques jours plus tard, le 26 mars, des élections sont organisées, l'extrême gauche obtient la majorité et on voit alors être élus de simples ouvriers, artisans, artistes, mais aussi des journalistes, des avocats ou encore des médecins, constituer un conseil de 79 membres. Comme symbole de cette insurrection, le drapeau rouge commence à flotter partout dans la ville. Et c'est la Commune, appelée ainsi en souvenir de la Commune qui avait renversé le roi Louis XVI en 1792, qui voit ainsi le jour. Alors, afin d'évoquer ce sujet ô combien passionnant, je suis accompagnée par Monsieur Renaud Lebert, lui aussi élu des Français de l'étranger pour Barcelone, ainsi qu'à l'Assemblée des Français de l'étranger, et vice-président de l'Association Français du Monde à Barcelone. Bonsoir Renaud, et je te laisse Bonsoir, la parole. ouais, bonsoir Gaëlle, merci de cette présentation. Donc voilà, alors effectivement, nous allons aborder plusieurs aspects de la participation des femmes à la Commune, qui a duré seulement 72 jours ou même moins. Donc nous allons donc, grâce à notre invité, avoir un premier point de vue sur la considération que leur était faite par leurs camarades fédérés. Bien sûr, nous parlerons des communards les plus connus, les femmes communards telles que Louise Michel et André Léo. Donc, notre invitée pour en discuter, donc Madame Laure Godino, bonsoir, donc, qui est maîtresse de conférences en histoire contemporaine à l'Université de la Sorbonne, Paris 13, mais aussi spécialiste du 19e siècle, et en particulier spécialiste de la Commune de Paris et de l'exil politique. Donc, elle a notamment écrit La Commune de Paris pour ceux qui l'ont vécu, a récemment aussi co-dirigé avec Marc César La Commune de 1871, une relecture, et vient de publier La Commune de 1871, expliquée en images. Elle est aussi l'auteur du chapitre La pétroleuse, le déni et l'exacerbation de la violence politique des femmes sur la Commune de Paris, dans l'ouvrage Les combattants.
Donc, en fin de conférence, nous allons nous réserver naturellement plusieurs minutes pour les questions-réponses. Vous pouvez aussi poser dès maintenant des questions sur l'onglet via le chat et vous verrez en bas de votre écran, vous pouvez poser vos questions. Alors, maintenant, on va commencer par vous interroger, Madame Godino, par plusieurs questions assez simples. Bon, qui étaient ces femmes qui ont participé à la Commune et pourquoi se sont-elles mobilisées? Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous en dire un peu plus sur le contexte historique et les conditions de la femme qui expliqueraient leur mobilisation? Je vous laisse la parole, répondre à ces questions. J'en aurai encore d'autres questions à vous faire. Donc, déjà, pour ce petit bloc de questions, nous serons ravis de vous écouter. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci de m'avoir invitée. Donc, je suis ravie de vous faire cette conférence que j'aurais aimé faire en présentiel, bien sûr, mais je suis ravie d'être là avec vous. Alors, qui étaient ces femmes de la Commune et surtout le contexte historique? Déjà, il faut rappeler que les femmes de la Commune sont diverses, comme le sont d'ailleurs les hommes de la Commune. Il y a des femmes lettrées, il y a des femmes qui sont des milieux populaires, il y a des militantes connues ou plus connues que d'autres, et il y a des anonymes. Sur le contexte historique, il faut rappeler quand même que, on est, donc au début de la Troisième République, et que, la parole des femmes a été importante, avant même, en fait, la Commune, puisque, on voit apparaître des journaux féministes en 1848 et on pourrait dire aussi que, d'une certaine façon, elle était présente, avant 1848, pendant la première moitié du 19e siècle, pendant la Révolution française et même peut-être à la fin du 18e siècle, pour les femmes évidemment de l'élite. Mais sous le Second Empire, donc, et à la fin des années, enfin, sous le Second Empire, il y a eu d'une certaine façon une chape de plomb, d'ailleurs sur toute la parole, puisqu'il il y avait un régime autoritaire qui s'est libéralisé à la fin des années 1860 et on voit réapparaître une parole féminine à la fin des années 1860 et notamment parole par exemple d'André Léo qui participe à des réunions publiques et André Léo revendique un certain nombre de points qu'on pourrait relier au féminisme, même si on parle moins de féminisme à l'heure actuelle et puis que, enfin, à l'époque qu'à l'heure actuelle et qu'il ne faut pas faire d'anachronisme, mais elle revendique notamment des droits de la femme ou un certain nombre de droits sociaux. Et puis, donc, ces oratrices, parmi ces oratrices, il y a aussi Paul Minck, qu'on voit à la fin des années 1860, qui aborde la question de la famille, puisque vous me parlez du contexte historique. En France, la femme mariée est une mineure dans le cadre du Code civil de 1804, du Code civil napoléonien. Elle n'a pratiquement pas de droit en tant que femme mariée dans le cadre du mariage et de la famille. Et ces femmes, donc, qui sont des lettrées, qui sont des femmes de l'élite, enfin en tout cas des militantes plutôt, des lettrées, revendiquent une place égale à l'homme dans le cadre de la famille. Donc des droits de la femme également dans le cadre de la famille. Elles demandent aussi le divorce, sachant que, puisqu'on parle du contexte historique, le divorce est interdit en France depuis 1816. Donc le divorce, il n'est plus possible de divorcer alors que ça avait été possible au moment de la Révolution française. Alors, qui sont ces femmes? Donc, il y a ces femmes-là, ces militantes qu'on va revoir au moment de la Commune, et puis il y a toutes les femmes des milieux populaires. Et ces femmes, ce sont des travailleuses parce que Paris, à ce moment-là, est une ville du travail. Et puis les femmes des milieux populaires travaillent, donc notamment dans le milieu du vêtement, du textile, de la couture, pas seulement, puisqu'on a Nathalie Lemay, les relieuses, par exemple, Victorine Brochet, piqueuse de bottines. Donc elles ont ces métiers d'ouvrières qui correspondent en fait aux métiers de Paris.
Ces femmes, donc, elles ont subi, bon, d'abord, leurs salaires sont deux fois inférieurs à ceux des hommes, hein, quand même, et elles ont subi le siège de Paris pendant la guerre franco-prussienne de façon extrêmement importante. Alors, elles ne combattaient pas, hein, elles n'étaient pas gardes nationaux, mais par contre, elles font la queue, hein, elles font la queue aux boucheries, elles font la queue aux boulangeries, alors qu'il y a un rationnement extrêmement important. Donc, ce sont elles qui doivent euh, assurer le quotidien, si je puis dire. Elles sont aussi victimes du chômage, hein, puisqu'il y a une atonie de la vie politique, de la vie économique à Paris. Et puis, les militantes qu'on avait vues à la fin du Second Empire participent au club qui éclose dès le siège de Paris, en fait, dès avant même la Commune. Et là, elles font aussi, elles poursuivent, hein, leurs revendications, revendications sociales, revendications sur la place de la femme dans la famille et dans le cadre du mariage. Et enfin, on trouve certaines femmes qui s'engagent, non pas comme gardes nationaux parce elles ne portent pas les armes, mais par contre comme ambulancières et cantinières dans les bataillons de la garde nationale. Et ce sont toutes ces femmes, en fait, qu'on va retrouver au moment de la Commune, après le 18 mars. Et effectivement, puisque Gaël a parlé du 18 mars, alors pourquoi il y avait des femmes tout simplement le 18 mars? Parce qu'il était très tôt le matin et que ces femmes se lèvent plus tôt, enfin se lèvent tôt le matin pour aller encore assurer le quotidien. Et ce sont elles aussi qui ont vu les soldats qui voulaient récupérer ces fameux canons sur la butte Montmartre. Et puis, on mentionne souvent le rôle de Louise Michel, puisque Louise Michel était une femme du 18e arrondissement, donc de Montmartre. Voilà, donc ce sont toutes ces femmes-là qui font la commune, enfin qui participent à la commune. Maintenant, on ne sait pas exactement combien, mais ça, je pense qu'on y viendra plus tard. Oui, Euh, exactement. Du coup, Excuse-moi. Laure, est-ce que vous pouvez nous dire justement en combien étaient-elles? Est-ce qu'on a une Alors, idée? non, non, on n'a pas d'idée justement de leur nombre. Déjà, on n'a pas d'idée en fait du nombre de communards, hein, du nombre d'hommes d'une certaine façon qui participent ou qui soutient, hein, la commune, et encore moins de femmes parce qu'elles sont moins visibles, parce que aussi elles ne votent pas. Donc on ne peut pas savoir, comme elles ne votent pas, comme elles n'ont pas le droit de vote, on ne peut pas les compter. Elles ne sont pas dans les effectifs des gardes nationaux, puisqu'elles ne sont que cantinières et ambulancières. Donc il est très difficile en fait de connaître leur nombre. En revanche, ce qu'on peut dire, c'est que très bizarrement, d'une certaine façon, ou en tout cas de façon étrange au premier abord, on pourrait les compter a posteriori, c'est-à-dire voir à peu près en fonction du nombre de prisonniers, du nombre de personnes arrêtées. Or, il y a à peu près 40 000 personnes, 40 000 communards et communardes arrêtés au moment de la semaine sanglante et juste après, donc après la fin de l'insurrection. Or, sur ces 40 000 personnes arrêtées, on ne compte que 1051 femmes prisonnières. Alors, c'est extrêmement peu. Donc, est-ce que de là, on peut déduire que la participation des femmes est très faible? Non, parce que de nombreux historiens, et notamment l'historien anglo-saxon Robert Tombs, ont montré qu'en fait, probablement, il y a beaucoup de femmes qui n'ont pas été arrêtées parce que les soldats versaillais, enfin les Versaillais en général, l'armée régulière, cherchaient des types de femmes qui ne correspondaient tout simplement pas aux combattantes. C'est-à-dire qu'ils cherchaient des pétroleuses, ils cherchaient des viragos, ils cherchaient des hystériques, entre guillemets, ils cherchaient des prostituées. Et au fond, pas tellement finalement, probablement, tout simplement des femmes du peuple qui auraient participé à la Commune et à la semaine sanglante, enfin au combat sur les barricades, au combat de rue et au combat de rue de la dernière semaine de mai. Donc ce chiffre de 1051 est probablement absolument pas représentatif de la part des femmes dans la Commune.
Maintenant, ce qu'on peut dire, c'est que la participation de ces femmes a été vraiment remarquée, hein. Elle fait l'objet de caricatures, elle fait l'objet de textes, à la fois d'ailleurs de textes anticommunards et de textes communards. Heu, Probablement, il ne faut pas non plus, trop exagérer leur présence. Il y avait beaucoup de femmes à Paris, qui restaient à la maison tout simplement ou qui d'ailleurs pouvaient tout à fait soutenir la commune, mais qui n'étaient pas forcément, dans l'espace public. Oui. Et quelle était leur origine sociale? La classe sociale, j'avais en partie répondu en disant qu'elles étaient d'origine pour beaucoup ouvrière. Et quelles étaient les raisons de leur mobilisation? Quelles étaient leurs revendications précises? Alors, sur leur origine sociale, en fait, beaucoup effectivement étaient ouvrières. Sur les 1000 pardon, on a à peu près, répertorié, 800 femmes dont on peut à peu près savoir, l'origine sociale et en fait, il y en a à peu près 70 qui sont, du monde ouvrier, enfin ouvrier tel qu'on l'entend au 19e siècle, hein, c'est-à-dire de ces fameux métiers de Paris. Maintenant, quand on regarde les militantes, on voit bien, puisque j'ai parlé d'André Léo ou de Paul Mac, on voit bien qu'il y a aussi certaines femmes qui sont de milieux aisés, hein, puisque Paul Mac est la fille d'un comte polonais qui est arrivé en France en 1830. Euh, Parmi les militantes, il y a aussi Elisabeth Dimitriev. Elisabeth Dimitriev est une jeune fille de l'aristocratie russe. Donc, là encore, hein, au fond, l'origine sociale est quand même n'est pas uniquement ouvrière, en particulier pour les militantes. Alors, quelles étaient leurs revendications? Et il y avait, je l'ai dit, finalement, ça poursuit les revendications qui existaient à la fin de l'Empire et puis pendant le siège. Ce sont des revendications, essentiellement des revendications sociales et pas tellement de revendications politiques. C'est-à-dire qu'on entend très peu finalement de revendications sur le droit de vote, sur la participation politique. En revanche, ce qu'on entend beaucoup, c'est des revendications sur les droits sociaux, euh, euh, sachant que ce sont des revendications où l'émancipation des femmes, finalement, se fait par l'émancipation sociale. C'est-à-dire que, par exemple, des femmes voudraient voir disparaître la prostitution et donc ce qu'on appelle les filles soumises ou bien les maisons de tolérance. Et comment les faire disparaître et même comment faire disparaître la prostitution occasionnelle, parfois pour les femmes du peuple, pour, si je puis dire, arrondir les fins de mois. Comment faire disparaître cette prostitution en réorganisant le travail et par conséquent, d'une certaine façon, en obtenant un changement social général, pas simplement pour les femmes. Euh, mais dans ces revendications sociales, il y a des revendications pour les ouvrières en particulier, notamment donc il se développe l'idée qu'il faudrait des ateliers coopératifs pour les ouvrières et pas simplement pour les hommes. L'idée aussi qu'il faudrait développer des chambres syndicales enfin, d'ouvrières et pas simplement des chambres syndicales d'ouvriers. Et puis aussi, mais pas forcément en premier lieu, l'idée d'une égalité salariale qui n'existe pas. Euh, Enfin, parmi les revendications, il y a encore une fois tout ce qui a trait à la famille, au divorce, à l'union libre et donc à cette question, encore une fois, de la place de la femme dans le cadre du mariage. Et du coup, Laure, pouvez-vous nous dire un peu justement comment elles se sont mobilisées et quel rôle elles ont exactement tenu pendant cette période? Alors, comment se sont-elles mobilisées? On en trouve, si je puis dire, dans les clubs, hein, c'est-à-dire qu'elles prennent la parole déjà. Et on est au 19e siècle, dans un siècle où la femme est très fortement reléguée dans la sphère privée. Or, elles sont là, elles sont présentes dans la sphère publique.
et elles sont présentes en prenant la parole. Donc on a de très nombreuses caricatures, là encore, où on voit ces clubs où les femmes interviennent. Alors, cela peut être des clubs mixtes et les femmes montent en chair, puisque généralement ces clubs ont lieu dans les églises le soir, enfin, les réunions de ces clubs ont lieu dans les églises le soir et les orateurs montent en chair. Donc on voit des femmes qui prennent la parole. Il y a des clubs qui sont aussi des clubs spécifiquement féminins, uniquement féminins, comme le fameux club de la boule noire à Montmartre. Il y a des femmes qui sont ambulancières, qui sont cantinières, donc qui participent au combat de la guerre, puisqu'il s'agit véritablement d'une guerre hein, entre Versailles et la Commune à partir du mois d'avril. Certaines revendiquent le port d'armes, et ça c'est quand même extrêmement important parce que là encore, c'est un déplacement des frontières entre masculin et féminin, hein, c'est-à-dire que la femme ne porte pas les armes parce qu'elle ne donne pas la mort. Or, un certain nombre de femmes revendiquent le fait de pouvoir porter ces armes et de combattre pour participer à la lutte contre Versailles. Et puis, on voit ces femmes également, encore une fois, dans les questions, dans la volonté de changement social, puisque est créée au mois d'avril ce qu'on appelle l'Union des femmes pour la défense de Paris et les soins aux blessés. Donc, l'Union des femmes pour la défense de Paris et les soins aux blessés est créée par, enfin, disons, initiée par Nathalie Lemel et Elisabeth Dimitrieff. Avec quel but? D'abord de seconder la lutte contre Versailles, donc on le voit bien dans le titre, hein, le nom des femmes pour la défense de Paris et les soins aux blessés, donc développer le rôle de cantinière, d'ambulancière, également la demande de port d'armes et donc de participer au combat. Et puis, l'Union des femmes a aussi une visée sociale, une tonalité sociale, c'est-à-dire qu'elle est en relation avec la Commission du travail et de l'échange, donc une sorte de ministère du Travail hein, qui est dirigé par Léo Frankel. Elle est en relation avec les membres de l'international et elle développe l'idée de changer les relations sociales et d'organiser le travail par l'intermédiaire des sociétés ouvrières de production où les femmes seraient partie prenante. On les voit Alors, aussi, pardon, je termine, on les voit aussi comme combattantes et bien évidemment sur les barricades, mais là, lors de la dernière semaine de mai, en fait, au moment de la semaine sanglante. alors, Laure, on sait que Louise Michel est la plus connue. Est-ce que vous pouvez déjà nous parler un peu d'elle? Alors, ouais. Effectivement, Louise Michel est la plus connue. Elle est même d'une certaine façon, elle représente non seulement les femmes de la commune, mais pratiquement finalement la commune et peut-être même les révolutions. En tout cas, c'est une icône de la Révolution, peut-être plus qu'une icône des femmes dans la Révolution. Alors Louise Michel, donc pour ce qu'on sait de sa présentation, hein, de sa biographie, arrive à Paris. Donc elle est née en Haute-Marne, elle a eu une bonne éducation hein, puisque c'est la fille, alors illégitime, mais c'est la fille d'un châtelain. Elle arrive à Paris dans les années 1850 et là, donc, elle est institutrice, elle crée et elle dirige une école dans les années 1860 à Montmartre, sachant qu'il n'y avait pas d'enseignement primaire obligatoire. Hein. Elle est en relation avec un certain nombre de militants, notamment Eugène Varlin et Théophile Ferré. Elle commence à se faire connaître à Montmartre. Elle est assez populaire à Montmartre. Elle se fait connaître aussi parce qu'elle écrit dans des journaux de l'opposition à la fin du Second Empire. Elle écrit également des lettres à Victor Hugo, hein, donc elle a une relation aussi assez suivie épistolaire avec Victor Hugo. Et puis elle se fait connaître pendant le siège où elle milite. Elle ouvre une cantine pour les élèves de son école. Elle participe également à la journée insurrectionnelle. Donc en janvier, il y a eu une journée insurrectionnelle le 22 janvier, elle y est. Et puis on la revoit pendant la Commune où elle est à la fois
ambulancière donc dans les combats. Elle porte aussi l'uniforme de la garde nationale, ce qui est évidemment remarqué là encore, hein, parce que c'est le port du pantalon, c'est-à-dire le port en fait de l'uniforme masculin. Et puis, elle est présente aussi au moment de la semaine sanglante sur les barricades. Elle est oratrice de club avant la semaine sanglante. Et en réalité, là où elle se fait vraiment connaître, c'est au moment de son procès. Son procès a lieu en décembre 1871 et elle a elle résiste, hein, et elle est implacable face à ses juges. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle Victor Hugo écrit Viro Maior, donc plus forte, plus grande qu'un homme. À partir de ce moment-là, elle va vraiment acquérir cette notoriété. Des photos d'elle circulent en très grand nombre. Alors, ce sont notamment les photos où elle est assise sur une chaise, les bras croisés, donc photos que pratiquement tout le monde connaît, qui sont en fait des photos qui ont été faites par Appert au moment où elle était prisonnière à Versailles. Et donc, Appert photographiait tous les prisonniers, hein, tous les prisonniers et toutes les prisonnières. Ce sont des photos pratiquement judiciaires, hein. Et ces photos, en fait, sont revendues sous forme de format carte postale et elles sont achetées, y compris par les partisans de la Commune. Donc, il y a une circulation de ces photos et cette iconographie comment dire, participer aussi de la notoriété de Louise Michel. Alors, ensuite, elle est déportée pardon, en Nouvelle-Calédonie. À partir de 1873, elle revient en novembre 1880. En novembre 1880, quand elle arrive, elle est accueillie par Clémenceau. Clémenceau, qui était maire du 18e arrondissement au moment du siège, donc qui connaît bien aussi Louise Michel. Euh, Après, ce sera une grande figure de l'anarchisme. Donc, en fait, la notoriété de Louise Michel, c'est à la fois sa participation à la Commune, mais peut-être plus encore sa résistance et son action, enfin, la manière dont elle s'est tenue au procès, et puis, encore une fois, l'anarchisme après la Commune. Et les autres femmes? Vous nous avez Alors, déjà donné quelques noms, mais à part Louise Michel, est-ce que vous pouvez nous présenter quelques autres figures? voilà, parce que alors le problème effectivement de cette notoriété, si je puis dire, de Louise Michel, c'est que, enfin, à mon sens, c'est qu'elle elle participe d'un processus qui est double. C'est-à-dire qu'à la fois, elle représente les femmes de la Commune et donc elle permet de parler des femmes de la Commune et en même temps, pour reprendre un mot que l'on aime bien à l'heure actuelle, elle invisibilise d'une certaine façon toutes les autres femmes. C'est-à-dire qu'on oublie de ce fait non seulement les militantes, hein, donc j'ai parlé de Paul Mac, j'ai parlé d'Elisabeth Dimitrieff, il y a André Léo, il y a Sophie Poirier, Béatrice Excoffon, il y en a un certain nombre. Et puis il y a toutes les anonymes, et toutes les anonymes qui vont être à la fois dans les clubs, à la fois ambulancières, cantinières, combattantes, euh, anonymes d'ailleurs, dont on a parfois simplement des noms ou des visages, puisqu'elles ont été photographiées là encore par Appert, mais parfois on sait très peu en fait d'elles. Et, Alors, comment mhm. sur, par exemple, Nathalie Lemel. Hein. Nathalie Lemel est une ouvrière relieuse, donc elle fait partie là encore de ces métiers de Paris, donc bretonne d'origine. Et puis, c'est une militante extrêmement impliquée. Au moment du siège, elle ouvre une marmite avec Eugène Varlin. Donc, elle est membre de l'Internationale. Et donc, elle participe au moment de la Commune à l'Union des femmes, puisqu'elle initie. Et on voit bien là qu'elle est extrêmement active. Hein. Or, Nathalie Lemel bon, elle commence à être quand même un peu connue, mais elle est moins connue évidemment que Louise Michel. Louise Michel acquiert aussi cette dimension parce que c'est la fameuse Vierge Rouge. Elle n'a pas d'enfant, elle n'est pas mariée, elle n'a pas d'enfant, donc elle apparaît comme aussi
dévouées à la cause de la Révolution. Euh, donc il y en a d'autres, hein. Actuellement, on parle beaucoup aussi de Victorine Brochet. Victorine Brochet est une militante, elle est liée à l'Internationale. Alors elle, c'est une piqueuse de bottines. Elle est dans un bataillon de la garde nationale pendant la Commune, donc comme ambulancière. Et puis elle s'exile après en Suisse. Elle perd son mari au moment de la semaine sanglante. Donc voilà, ce sont des. Et après, au début du XXe siècle, elle publiera Les souvenirs d'une morte vivante, où elle retrace son épopée, enfin son épopée, son histoire pendant la Commune, mais bien avant d'ailleurs, pendant le siège aussi. Donc ce sont toutes ces femmes en fait qui participent à la Commune. Et que dire, Laure, des pétroleuses? Parce qu'on a aussi entendu parler, c'était un mythe à l'époque. Enfin, est-ce qu'aujourd'hui, on peut déjà faire la lumière un peu sur ces femmes? Alors, les pétroleuses, donc, bon, pour ceux qui ne savent pas, hein, les pétroleuses, ce terme est apparu au moment de la semaine sanglante et au moment des incendies euh, de la plupart, enfin, d'un grand nombre de bâtiments parisiens et notamment d'édifices publics parisiens, les Tuileries et l'Hôtel de Ville. Mais il y avait d'autres bâtiments qui avaient été incendiés. Et donc, il se trouve que ces incendies, pour une partie, sont liés, ont été allumés, pas tous, hein, puisqu'il y a eu aussi des conséquences des bombardements versaillais. Il y a eu aussi des incendies qui ont été allumés pour retarder, pour freiner l'avancée de la troupe régulière. Et puis, il y a des incendies qui ont été allumés volontairement pour, d'une certaine façon, faire table rase du passé, hein, comme l'Hôtel de Ville ou les Tuileries. Bref, donc allumés par les communards. À partir de là, donc les communards ont acquis évidemment une image chez les anticommunards d'incendiaires. Alors on disait incendiaire, on disait pétroleur. Et puis dès la semaine sanglante, on a commencé, la dernière semaine de mai, on a commencé à dire pétroleuse parce que on a accusé ces femmes, les femmes, d'avoir allumé ces incendies. Or, même les écrivains les plus anticommunards, hein, comme par exemple Maxime Ducamp, estiment, donc Maxime Ducamp écrit en 1878 Les Convulsions de Paris, et estime qu'au fond, cette histoire des pétroleuses était une légende qui est devenue un mythe. Mais il y a eu un procès des pétroleuses en septembre 1871, procès de 5 pétroleuses, donc au moment de la répression, hein, au moment de la répression judiciaire. Et en réalité, ces 5 pétroleuses, donc pour ces 5 pétroleuses, il n'a pas été possible de fournir des preuves du fait qu'elles avaient allumé des incendies. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y ait pas eu des femmes parmi les incendiaires. C'est tout à fait possible. Mais en tout cas, la légende qui a voulu que les femmes se promenaient dans Paris avec des bidons pétrole pour allumer les incendies est évidemment totalement fausse et a été reconnue comme fausse, y compris chez les anticommunards. Ceci dit, c'est extrêmement intéressant parce que ça renvoie bien évidemment à l'image de la femme et aux peurs qu'a pu provoquer cette participation des femmes dont il ne faut pas exagérer la portée, mais qui existe à la Commune, parce que euh, cette pétroleuse, elle est toujours représentée euh, avec un bidon de lait où il y a du pétrole, parfois avec une torche à la main et souvent avec traînant un enfant derrière elle. Or, qu'est-ce que cela représente? Qu'est-ce que cela montre? C'est que c'est une femme dénaturée, puisque ce bidon de lait qui sert finalement à nourrir, hein, qui renvoie à la femme nourricière, à la mère nourricière, est rempli de pétrole, puisque cet enfant qu'elle doit élever dans le cadre de la sphère privée, eh bien, elle le traîne avec elle pour aller allumer les incendies. Et ça va même plus loin, hein, puisqu'on la représente généralement aussi euh, comme une femme qui a perdu en fait les attraits de la beauté.
Et donc, soit c'est une femme aux traits extrêmement grossiers, vulgaires, soit c'est une femme, qui est décharnée, qui est totalement hystérique, et qui a les stigmates physiques d'une certaine façon de son hystérie, qui porte, les signes de son hystérie. D'autre part, cette pétroleuse, en fait, tous les, tous les tous les éléments négatifs associés à cette pétroleuse vont être très progressivement, très vite, pardon, associés, à la communarde. C'est-à-dire que l'on va voir des représentations où on voit une femme sur une barricade et que tient-elle à la main? Elle tient une torche. C'est-à-dire que là, on a vraiment une confusion en fait et une association qui est très vite faite entre la pétroleuse, la barricadière et la communarde en général. Ouais. Donc, on va passer à d'autres questions. Pour les auditeurs, n'hésitez pas à poser des questions via le chat, hein. Donc, on va maintenant passer à la position idéologique de la commune vis-à-vis des femmes, hein. Comment les communards hommes, hein, dans leurs revendications, avaient-ils oublié les femmes ou non, hein? Ça, c'est une question intéressante, je pense. Oui, une question intéressante parce que, on entend parfois, notamment en ce moment, que la commune était féministe. Alors oui, il y avait des femmes féministes à la commune, mais la commune n'était pas féministe. Voilà. Donc, ça ne veut pas dire que, la commune n'a pas pris un certain nombre de mesures ou n'envisageait pas un certain nombre de mesures en faveur des femmes. La première chose que je voudrais dire, c'est que, je l'ai dit, au début et je le répète, la commune était diverse. Donc il y avait des hommes, et des mais même des communards, hein, enfin des hommes à la commune et des communards en général, qui, étaient, favorables, à une émancipation de la femme et d'autres qui ne l'étaient pas du tout. Quelqu'un comme Varlin, quelqu'un comme, Léo Frankel, hem, ou Benoît Malon et surtout Varlin et Frankel d'ailleurs, étaient favorables à cette émancipation de la femme. En revanche, il y avait d'autres communards qui estimaient, et là, c'est une pensée qui est proche de celle de Proudhon, hein, qui estimait que la femme, devait avant tout rester, au foyer. Alors, d'autre part, la commune n'a pas donné le droit de vote aux femmes, ne leur a pas donné de droit politique, mais je rajouterai que, et je l'ai dit, tout à l'heure, hein, que cette revendication des droits politiques, cette revendication vis-à-vis du droit de vote n'était pas la revendication première, des femmes de la commune. Ce n'est pas ce qu'on trouve dans les prises de parole, dans les clubs. La revendication pour un droit de vote, encore une fois, n'est pas, ce qui apparaît en premier. Donc, mais de fait, la commune n'a pas donné ce droit de vote aux femmes et à la commune ne siègent que des hommes. Et d'autre part, il n'y a que des hommes, qui, ont élu ces hommes. Heu, Malgré tout, la commune prend un décret, qu'on cite souvent, qui est un décret concernant, les femmes non mariées. C'est-à-dire qu'il est prévu, puisqu'on est en guerre contre Versailles, hein, et qu'il y a un certain nombre de gardes nationaux qui meurent, il est prévu, de donner une pension aux gardes nationaux aux veuves de gardes nationaux, une pension pour les orphelins de gardes nationaux. Or, que décide la commune? Elle décide que cette pension sera attribuée non seulement aux femmes mariées et aux enfants, ce qu'on appelle les enfants légitimes, c'est-à-dire les enfants nés dans le cadre du mariage, mais également aux femmes non mariées, donc vivant en union libre, et aux enfants nés illégitimes, entre guillemets, donc tels qu'on les appelle au 19e siècle, c'est-à-dire nés hors des cadres du mariage. C'est extrêmement important parce que, alors, ça fait d'abord, ça répond d'abord à quelque chose qui est courant, à savoir le fait que dans les milieux populaires, beaucoup de personnes vivaient en union libre et n'étaient pas mariées pour des raisons financières, parce que le mariage coûtait cher, et puis pour d'autres raisons diverses. Donc ça fait en fait, ça répond à quelque chose qui est très concret. Mais
Arthur Arnaud, qui est un membre de la Commune, dans son histoire populaire de la Commune, enfin dans son histoire de la Commune après, précise bien que pour lui, ce décret est un des décrets parmi les plus importants parce qu'il a été vu comme quelque chose qui, au fond, dynamitait le système patriarcal ou le système de la famille tel qu'il était conçu au XIXe siècle. Donc, que c'était déjà une brèche, finalement, dans le vieux monde, puisque les communards voulaient mettre fin à ce vieux monde. Alors, il y a ce décret-là, sous la pression également de l'Union des femmes, mais pas seulement. Il est prévu le 21 mai, donc, c'est-à-dire à l'extrême fin de la Commune, hein, puisque c'est le début de la semaine sanglante, une égalité des salaires, enfin des traitements, puisque ce serait une égalité des salaires pour les institutrices par rapport aux instituteurs, sachant que la commune a voulu mettre en place une école gratuite, obligatoire et laïque. Et dans le cadre de cette école primaire, les institutrices auraient eu le même salaire que les instituteurs. Donc là, il y a quand même une avancée, ou en tout cas une volonté d'avance, de changement. Euh, et puis, encore une fois, et tout dépend des hommes de la commune, hein, Léo Frankel à la commission du travail est très lié à l'Union des femmes et donc réfléchit aux ateliers coopératifs de femmes. Et puis, j'ai oublié une chose, en ce qui concerne l'éducation, euh, cette école primaire gratuite, laïque et obligatoire, elle est à destination des garçons et à destination des filles. Ouais, donc nous voyons bien à travers vos propos qu'il y a quand même des idées progressistes dans la commune vers les femmes. Et c'est vrai que ça nous paraît peut-être un petit peu éloigné de nos préoccupations d'aujourd'hui, mais il y avait quand même des mesures progressistes. Enfin, pour terminer, euh, la, la dimension solidaire des femmes dans l'exil de la commune. Plusieurs femmes ont été exilées. Quelles ont été les réactions de la société? Parce que c'est assez rare d'exiler les femmes. Normalement, l'exil était plutôt réservé aux hommes. Et quel était le retour qu'il y avait? Est-ce qu'il y avait une solidarité vis-à-vis de ces femmes exilées? Alors, il y a eu des femmes exilées et puis il y a eu puisqu'elles étaient condamnées, et puis il y a eu des femmes déportées. Donc les femmes, pour que tout le monde soit bien, oui, enfin, pour que ce soit clair pour tout le monde, les femmes qui sont arrêtées et qui sont condamnées soit à la prison, soit à la déportation. Enfin, il y a eu des femmes condamnées à mort, 5 femmes condamnées à mort, mais aucune n'a été exécutée et leurs peines ont été commuées en déportation. Parmi donc, les femmes qui avaient été arrêtées, un certain nombre enfin, est envoyé part en déportation en Nouvelle-Calédonie. Mais il y en avait là encore assez peu, puisque de toute façon, il y avait assez peu de femmes, comme je l'ai dit, enfin, comparativement par rapport aux hommes, qui ont été envoyées en déportation. Parmi les femmes les plus connues envoyées en déportation, il y a Louise Michel et il y a Nathalie Lemel, qui partent pour la Nouvelle-Calédonie en 1873 et qui restent donc jusqu'en 1880 en Nouvelle-Calédonie. Et puis, il y a les exilés. Or, les exilés, que ce soit les hommes ou les femmes, ce sont ceux qui ont échappé en fait à la répression. Parce qu'il n'y a pas de condamnés qui aient été exilés. Hein. Ils sont déportés, ils sont en prison. Par contre, ils ne sont pas exilés. Donc les exilés, ce sont ceux qui ont échappé enfin, qui sont condamnés d'ailleurs, qui sont condamnés par contumace, mais qui n'ont pas été faits prisonniers. Or, parmi ces exilés, donc, il y en aurait entre 5 et 6 000. Donc, ces exilés rejoignent les terres d'accueil qui sont la Grande-Bretagne, la Suisse, la Belgique essentiellement. Il y a aussi la Russie, les États-Unis, mais enfin bon. Et parmi ces exilés, il y a des femmes. Par exemple, Victorine Brochet qui va en Suisse, mais il y en a d'autres, Paul Minck, André Léo.
Et en réalité, elles n'ont pas, de traitement de faveur, si je puis dire, et certaines participent, aux réunions de enfin, plutôt certaines participent aux luttes, des militants et notamment aux conflits de l'international qui ont lieu pendant, l'exil, pendant les années 1870. Mais, en ce qui concerne, par exemple, les réunions, d'exilés, puisqu'il y a des lieux de sociabilité d'exilés, ce sont les cafés et dans les cafés, il n'y a que des hommes, heu, il n'y a pas de femmes. Et alors on a assez peu finalement de sources sur ces exilés, c'est pourquoi le travail sur l'exil des communards est assez dur, hein, parce qu'il y a assez peu de sources, si ce n'est, des notes d'espions, qui avaient été envoyés dans les lieux d'exil pour surveiller les exilés. On a assez peu de sources et on en a encore moins pour les femmes. Et de toute façon, ça, c'est toujours le problème en histoire, c'est que, en tout cas au 19e siècle, il y a très peu de sources sur les femmes et il y en a beaucoup moins que pour les hommes. Et parmi ces exilés, il y a aussi celles qui ont suivi les hommes qui avaient été exilés. Et alors là, on a presque rien, que ce soit d'ailleurs pour les femmes ou pour les enfants qui ont suivi les hommes exilés. Oui, merci beaucoup. Maintenant, on va peut-être nous réserver un petit temps aux questions, hein, Alors, ou je peux, oui, juste avant les questions, oui, est-ce que je peux partager puisque maintenant que j'ai parlé, peut-être ça sera plus clair, est-ce que je peux partager le diaporama que j'avais fait, enfin le PowerPoint, tout à fait. et puis éventuellement le commenter en montrant les images, hein, si ça marche, hein. J'essaie. Voilà. Alors, donc j'ai parlé d'André Léo. André Léo, je pense que vous la voyez là, c'est bon? Le partage d'écran? Donc André Léo est une féministe et elle participe au combat féministe bien avant, la Commune, hein, puisqu'on la voit, dans les années 1860, revendiquer un certain nombre de droits pour la femme et en particulier, elle est très active pour revendiquer, des droits de la femme à l'intérieur de la famille et donc une égalité homme-femme, dans le cadre du mariage. Donc elle évoque la question de l'union libre, de l'éducation et enfin l'union libre, de la question de l'union libre, du divorce et de l'éducation des filles. Et on voit bien d'ailleurs ici, donc c'est une photographie, puisqu'on a pas mal de photographies de communardes qui ont été prises. J'ai également parlé de Paul Mac. Paul Mac, donc fille d'un comte polonais arrivé en France en 1830. Et Paul Mac, de la même façon, est une féministe que l'on voit dans les années 1860 et au moment de la Commune, et qui, elle aussi, est assez proche d'ailleurs d'André Léo, écrit dans des journaux d'opposition et puis a un certain nombre de revendications concernant les femmes. Enfin, Nathalie Lemel qui, elle, n'est pas du même lieu social, hein, je l'ai dit, qui est relieuse et qui va jouer un rôle extrêmement important sous la Commune. Enfin, déjà pendant le siège, c'est une internationaliste, elle est liée à Varlin, et sous la Commune, dans l'Union des femmes. Et je vous ai mis ce texte concernant justement l'Union des femmes pour voir la tonalité sociale, hein, des revendications. Alors, il s'agit de l'appel aux citoyennes de Paris du 11 avril 1871, qui a été publié dans le journal officiel de la Commune de Paris. Or, en réalité, cet appel aux citoyennes, à la suite de cet appel aux citoyennes de Paris, euh, l'appel concerne le fait de créer dans des arrondissements des comités pour les femmes. Et c'est à la suite de cet appel aux citoyennes de Paris qu'est créée l'Union des femmes. En fait, c'est ce qui est à l'origine de la création de l'Union des femmes pour la défense de Paris et les soins aux blessés. Or, lorsqu'on lit le texte, hein, on voit bien quelle est la revendication et à quel point cette revendication est sociale. Nos ennemis, ce sont les privilégiés de l'ordre social actuel, tous ceux qui toujours ont vécu de nos sueurs, qui toujours se sont engraissés de nos misères,
Ils ont vu le peuple se relever en s'écriant: pas de devoir sans droit, pas de droit sans devoir. Nous voulons du travail pour en garder le produit. Plus d'exploiteurs, plus de maîtres. Le travail et le bien-être pour tous. Le gouvernement du peuple par lui-même. La commune, vivre libre en travaillant ou mourir en combattant, qui était la devise des canuts lyonnais en 1831. Donc on voit bien ici que ces femmes n'ont pas simplement des revendications féministes, hein, si je puis dire, ou en tout cas que leur idée d'émancipation des femmes passe avant tout par l'émancipation sociale, et pour l'Union des femmes, c'est tout à fait net. Alors, j'ai mis ici cette photo dont je parlais de Louise Michel. C'est une photo qui a été prise, encore une fois, par Appert en 1871, hein, donc au moment où Louise Michel est prisonnière. Et c'est cette photo qui va aussi participer de la, j'allais dire, de la, je dirais presque de l'héroïsation de Louise Michel, hein. Mais c'est une photo extrêmement connue, et je pense qu'elle est aussi connue parce que elle est elle a des corps nus, et il y a ce visage donc sans arrière, enfin, sans décor, qui est à la fois, enfin, comment dire, voilà, je pense que c'est lié aussi au type de photo qui a été prise. Alors, vous ai mis ici une gravure d'un journal illustré sur les clubs de femmes sous la Commune, tout simplement parce que c'est une gravure anticommunarde, et on voit, certes, il s'agit de représenter un club de femmes sous la Commune, mais on voit très bien à quel point donc on a ici une espèce de femme qui finalement se détache de son rôle traditionnel, hein, puisque c'est une femme un peu exaltée qui est en tribune. Enfin, après j'ai autre chose sur la pétroleuse, la fameuse barricade dont je n'ai pas parlé, hein, de la barricade des femmes de la place Blanche, donc au moment de la semaine sanglante, avec le questionnement qui existe toujours des historiens, le débat n'est pas clos pour savoir s'il y a eu une barricade composée uniquement de femmes place Blanche, parce que ça pose la question de savoir s'il y a une autonomie des femmes dans la défense de Paris, ou bien si les femmes étaient juste là pour accompagner d'une certaine façon les hommes. Et puisque j'ai parlé de la pétroleuse, la fameuse pétroleuse, donc vous voyez là, donc là la femme qui incendie Paris. Alors cette fois-ci, c'est pas un bidon de pétrole, c'est carrément un arrosoir. Et puis surtout, je l'ai choisi parce que c'est la représentation évidemment d'une Marianne rouge. Donc la Marianne qui représente la République, mais cette fois-ci la Marianne rouge, donc la République rouge. Et on voit très bien comment la femme perd tous ses attraits, toute sa beauté, qu'elle est physiquement tout à fait repoussante. Et c'est la pétroleuse repoussante. Et pour terminer, parce qu'il y a des questions, alors là, je ne suis pas sûre que l'on puisse voir. J'ai mis pour terminer un photomontage. Il s'agit d'un photomontage d'Appert, toujours, de la prison des femmes, la prison des Chantiers, donc à Versailles, en août 1871. Et en fait, là, on voit bien le format carte postale. Ce sont des photos qui circulaient avec un décor qui est totalement hors de la réalité, hein, qui est un décor presque bucolique. Là, on a le linge qui sèche. Et puis, ce qui est intéressant, on le voit davantage avec les gros plans, c'est qu'en fait, il s'agit de figurants, parce que ce n'est pas une vraie photo. Donc, c'est une scène qui a été reconstituée avec des figurants, et Appert a découpé les photos, les têtes plutôt des prisonnières qu'il avait photographiées, et les a collées sur ces figurants. Donc là, on voit la même Louise Michel avec les bras croisés. Et puis, il y a quand même une tonalité anticommunarde, c'est-à-dire que là, nous avons Hortense David, donc, qui était d'une prisonnière, une femme anonyme de la commune, qui, je ne sais pas si on boit du vin à la bouteille au goulot, et puis là, à côté, une autre femme qui boit également du vin dans un verre. Donc, évidemment, ça participe de l'image de ces femmes totalement dévoyées. Voilà.
Très bien, merci beaucoup Laure. Nous allons passer aux questions. Juste vous dire qu'on a reçu pas mal, donc on va essayer de répondre au plus grand nombre possible. Donc déjà peut-être une première question un peu plus générale qui pourrait servir un peu toutes les personnes qui nous regardent. Est-ce que vous auriez des livres à nous recommander? C'est Béatrice qui pose la question. Donc des livres ou des romans, magazines justement qui mettent en lumière le rôle de ces femmes pendant la Commune. Alors, il y a un livre qui vient d'être réédité en poche, qui est le livre d'Édith Thomas, Les pétroleuses. Donc, Gallimard vient de le rééditer en poche à l'occasion du, enfin, je cite la maison d'édition, désolée, à l'occasion du 150e. Donc, ça permet d'avoir une vie. Alors, c'est un livre ancien, hein, puisque Edith Thomas est une historienne, je crois que le livre date des années 60, autant que je m'en souvienne, je ne sais plus exactement. Mais ça permet une première approche sur les femmes. Merci beaucoup. Alors, je vais essayer de résumer quelques questions, un peu faire un bloc. Alors, une première question, comment expliquez-vous que les femmes ne revendiquent pas ce droit de vote, hein, les femmes communards? Et aussi, comment expliquer aussi tant de haine des autres femmes versaillaises contre les communards, hein? Voilà, hein, j'ai résumé déjà 2 petites questions. J'espère qu'on pourra toutes les poser. Alors, pourquoi ne revendique-t-elle pas le droit de vote de façon importante? Peut-être parce que la citoyenneté, à ce moment-là, ne passe peut-être pas forcément. Enfin, les historiens se sont évidemment posé la question, hein. Et un certain nombre d'historiens avancent l'idée que, au fond, la citoyenneté ne passerait peut-être pas par le droit politique à ce moment-là, mais plus par la participation citoyenne. Par exemple, le fait de combattre, tout simplement. Et l'idée que les femmes revendiquent le port d'armes pourrait être une revendication de citoyenneté plus importante que la revendication du vote. C'est-à-dire que peut-être que nous, on raisonne en fait en femmes et hommes du XXe, voire du XXIe siècle, sur cette question du vote. C'est une des questions que l'on avance, c'est-à-dire que la citoyenneté ne serait pas simplement la citoyenneté politique. Sur la haine des femmes, j'ai envie de dire c'est la haine des hommes et des femmes. Euh, Ouais, je pensais à George Sand. Elle a écrit enfin, oui, plusieurs écrits ou d'autres, hein. oui, mais il n'y a pas que George Sand, hein, parce que bon, les femelles, puisque c'est la dénomination qui a été faite, hein, ce n'est pas une femme, je ne sais plus exactement qui a écrit les femelles, mais enfin bon, il y a une littérature anticommunarde qui insiste beaucoup sur l'association, enfin sur la métaphore animalière, ou bien qui fait référence à la mythologie, donc les furies, les Amazones, etc. Mais c'est la métaphore animalière qui est probablement la plus violente. Et, et là, ce sont des hommes, hein, qui écrivent essentiellement, même si Georges Sand, effectivement, est tout à fait opposé à la commune, hein, et même très, très violemment. Pareil, 2 questions, Laure, pour un peu regrouper. Des communardes importantes hors de Paris, car on sait que même si la plus grande commune, la plus connue est celle de Paris, il y a également eu dans d'autres villes de France. Donc, est-ce qu'on a des femmes qui qui sont un peu sorties du lot hors de Paris? Et une deuxième question, le rôle de la franc-maçonnerie et des femmes dans cette organisation. Quelles étaient leurs positions? Alors, sur les femmes en province, c'est peut-être dû à mes lacunes, mais moi, je n'en connais pas de très connues, en tout cas. Paul Minck a été envoyé en province pour, diffuser, si je puis dire, le message de la commune. Et d'ailleurs, elle est en province, c'est pour ça qu'elle peut s'exiler, parce qu'elle est en province au moment de la semaine sanglante. Mais, mais moi, je ne connais pas très bien, ou
en tout cas moins bien les communes de province, mais je ne vois pas de nom féminin. Et l'autre question, c'était? Ouais, Pardon, l'autre question était sur les femmes et dans la franc-maçonnerie. Est-ce qu'elles se sont positionnées? Est-ce que l'on sait un peu ce qu'elles en pensaient? Alors, c'est une bonne question, heu, parce qu'au fond, quand je pense à ce qui est dit sur la manifestation des francs-maçons le 29 avril, qui est une manifestation de soutien à la commune, hem, finalement, lorsque je pense aux gravures qui représentent cette manifestation de francs-maçons, je ne vois que des hommes. Donc, il me semble, enfin, pour ce que j'en connais, là encore, je ne connais pas la position des femmes dans la franc-maçonnerie, mais lorsqu'on parle de la position des francs-maçons par rapport à la commune, on parle d'une position d'hommes. Bon. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y ait pas eu d'autres positions, mais je ne les connais pas. ouais, peut-être encore une question ou deux, hein. Existe-t-il un monument consacré à la participation des femmes dans la commune et que reste-t-il aussi de la commune en France, des monuments, des célébrations, enfin, de la commune, hein, des femmes dans la commune surtout? À ma connaissance, il n'y a pas de monument relatif aux femmes dans la commune. En revanche, après, c'est lié aussi aux questions politiques contemporaines. Il y a, bon, certes, des collèges et des lycées Louise Michel en nombre, mais à Paris, il y a aussi près de la Corderie, d'ailleurs, enfin, du siège de l'International, dans le troisième, il y a une place, si je me souviens bien, Elisabeth Dimitrieff et Nathalie Lemel. Bon, voilà, donc il y a des noms de rues, des noms de places. Euh, bon, alors évidemment, après ça, les dénominations de rues renvoient aussi à enfin, en fait, renvoient à des questions politiques contemporaines, hein, donc des héritages que l'on revendique. Et sinon, le monument, enfin bon, la trace de la commune, évidemment, dans Paris, c'est le mur des fédérés. Euh, il n'y a pas par exemple, de traces, en dehors encore une fois des dénominations, euh, à Montmartre, puisque Montmartre finalement a été capté, si je puis dire, par le Sacré-Cœur. Euh, Par contre, le lieu de mémoire de la commune, c'est le mur des fédérés. Et, bon, des fédérés et S, hein, mais enfin bon, ça comporte aussi les femmes. Mais bon, c'est pas une, c'est pas, elles n'ont pas, elles ne sont pas distinguées particulièrement. Peut-être deux dernières questions avant de conclure. Tout d'abord, est-ce que l'on sait si le viol a été utilisé comme répression, comme arme de guerre, une fois la commune terminée? Et ensuite, une question de Quentin qui demande quelles revendications des femmes de la commune ont été concrétisées dans les décennies qui suivirent. Alors, sur le viol, il y a eu des controverses parce que Robert Thoms a développé l'idée qu'au fond, il n'y aurait pas eu, ou très peu, de viols pendant la répression parce que euh, c'était des femelles, donc bon. Et puis, c'était pas la même chose que pendant la guerre de 70 où il y en avait eu. Euh, je ne suis pas d'accord avec cette position. Et le dernier livre de Michel Audin sur la semaine sanglante, donc qui revisite le nombre de morts, comporte un chapitre également sur les viols. Alors là, c'est très difficile hein, parce que là encore, pour avoir des sources, c'est assez compliqué, comme tout le temps, hein, pour la question du viol. Mais enfin, il me semble qu'il y a quand même un certain nombre de témoignages. Alors, on pourrait dire que les témoignages renvoient à l'imaginaire,
Mais par exemple, je citerai quelque chose qui, moi, m'a marqué, hein, donc qui est tout à fait personnel, mais c'est un témoignage parmi d'autres. C'est celui de Victorine Brochet, donc, puisqu'on parle beaucoup de Victorine Brochet, Souvenir d'une morte vivante. Alors certes, c'est écrit au début du XXe siècle, il y a une réécriture et puis une relecture, mais enfin, elle raconte comment, au moment de la semaine sanglante, donc elle parcourt Paris et elle passe par la mairie du 20e et, dit-elle, devant cette mairie du 20e, il y a un monceau de cadavres qui est surmonté par une petite fille dont les jupes sont relevées. Et elle écrit ignominie, cette petite fille, donc a les jupes relevées. Elle n'en dit pas plus. Alors évidemment, on peut dire pourquoi penser qu'il s'agit d'un viol. Mais à une époque où il est probablement difficile hein, aussi de dire le viol, je ne peux pas m'empêcher de penser, même si c'est une interprétation personnelle, que ça fait quand même, de la part de Victorine Brochet, c'est quand même peut-être la mention que, et même si ça renvoie à un imaginaire, que précisément, il y a eu ces viols. Enfin, en tout cas, c'est la mention que le viol existait. Et puis, on a d'autres témoignages. Hein, Michel Audin le montre très bien. Maintenant, quelle en est la proportion, je ne sais pas. Et d'une certaine façon, j'aurais envie de dire aussi, pourquoi n'y aurait-il pas eu des viols hein, puisqu'on sait que c'est une arme de guerre. Donc, pourquoi n'y aurait-il pas eu précisément au moment de la répression des viols Voilà. L'autre question, c'était les revendications. Oui, des revendications donc des femmes pendant la Commune qui se seraient finalement concrétisées dans les décennies qui ont suivi. Pas vraiment. Pas vraiment, parce que de toute façon, tout ce qui avait été pensé pendant la Commune a été aboli. Et puis après, on voit bien que le combat des féministes continue dans les années 1880, hein, au moment de la Troisième République, et puis encore après la Première Guerre mondiale d'ailleurs. Mais dans les années 1880, on voit bien ces féministes qui essaient d'obtenir la fin du Code civil, qui est quand même quelque chose de fondamental. Hein. Donc le fait que la femme ne soit plus une mineure, que la femme mariée ne soit plus considérée comme une mineure. Et d'ailleurs, ces féministes dans les années 1880 demandent aussi, parce qu'elles s'adressent à Victor Hugo, elles demandent aussi le droit de vote d'ailleurs. Beaucoup plus que probablement que ne l'ont fait les femmes pendant la Commune. Par contre, pour ce que je connais des textes des années 1880, il me semble que la dimension sociale est beaucoup moins importante. C'est plutôt la question de la femme dans le cadre du mariage et la question du divorce, la question de la place de la femme dans le cadre du mariage et la question des droits politiques. Mais peut-être que c'est lié tout simplement aussi au contexte, à savoir qu'on est sous la Troisième République et que, enfin, la Troisième République bien installée hein, dans les années 1880 et qu'il y a une force du suffrage universel et une mystique du suffrage universel qui est entretenue par les républicains. Et c'est peut-être aussi ça qui explique que très clairement, là, il y a une demande concernant le droit de vote. Très bien, merci beaucoup. Merci Madame Godino, merci Renaud. Bien sûr, merci à vous toutes et tous qui nous avez accompagnés ce soir. Comme bien souvent dans ce genre d'événement, le temps vient à manquer. Peut-être juste vous dire que le 15 avril, nous organisons une autre conférence à Barcelone cette fois, toujours avec l'Institut français, en la présence donc, de Renaud et également de Florence Braca, donc une conférence plus tournée vers la commune et ce qu'il en reste aujourd'hui. Un grand merci vraiment de nous avoir suivis, de nous avoir écoutés ce soir. Oui, je sens que Laure voudra ajouter une dernière chose peut-être. Je vous en prie. Oui, puisque vous parlez de Florence Braca, je signale que Florence Braca a signé la notice justement sur les femmes dans le dictionnaire Metron la commune de Paris 71. Et que si l'on s'intéresse à toutes ces anonymes, effectivement, ce dictionnaire est important puisqu'on tourne les pages et on découvre toutes ces femmes et ces hommes qu'on ne connaît pas forcément
y compris moi d'ailleurs. Écoutez, je me permets de la saluer car je sais qu'elle était là ce soir. Elle nous a écrit via le chat. Donc, voilà. Bonsoir. À bientôt, à très vite. Et encore merci à vous toutes et tous. Merci. Merci Au à revoir. tous. Merci Merci Laure. beaucoup. Merci Gaëlle. Merci. Très bonne Merci. soirée.